Le 28 octobre 2022, c'est avec un simple tweet qu'Elon Musk valide le rachat de Twitter. Ce tweet, c'est The Bird is Freed. Traduction, l'oiseau est libéré. Au-delà du sujet des ambitions d'Elon Musk dans le rachat de la plateforme, que nous pourrons traiter éventuellement dans un autre épisode, c'est la réponse fournie par le commissaire européen au tweet du milliardaire qui nous intéressera ici. En effet, le commissaire Thierry Breton a tweeté en réponse et en anglais « En Europe, l'oiseau volera selon nos règles européennes ». Un tweet qui visait à rappeler aux nouveaux patrons de Twitter et à ceux des autres GAFAM tels que Google ou Facebook que désormais l'Europe compte se doter d'une nouvelle législation pour renforcer la protection et l'usage des données, avec notamment la mise en œuvre du DSA, Digital Service Act, qui sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront, eux, concernés dès 2023. Avec le RGPD applicable depuis 2018, le DSA et le DMA, Digital Market Act, qui doivent entrer en vigueur en 2023, ainsi que plusieurs autres projets de législation en cours pour contribuer à la stratégie européenne pour la donnée, l'Europe semble se positionner petit à petit comme un territoire à l'avant-garde de la protection des données. Alors aujourd'hui, une question se pose. L'Europe va-t-elle devenir le nouveau sanctuaire du numérique ? C'est ce que nous allons tenter d'étudier aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Commençons par un petit tour d'horizon sur la protection des données dans le monde et plus particulièrement en Europe. Depuis l'apparition du premier ordinateur en 1948 et la création d'Internet dans les années 70, l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, à des fins civiles et commerciales, s'est démocratisé. Aujourd'hui, ces technologies permettent un échange de données quasi instantané à travers le globe via des infrastructures telles que les câbles sous-marins ou les réseaux satellites. Par ailleurs, elles façonnent désormais durablement notre rapport à la communication et au partage de nos données au sein du cyberespace, ce nouveau territoire décentralisé et dématérialisé né de la combinaison de ces nouvelles technologies. Pour donner quelques chiffres sur l'ampleur de l'usage de ces technologies, selon l'INR, l'Institut du numérique responsable, il y aurait 40 smartphones achetés dans le monde chaque seconde, 50 milliards d'objets connectés en 2020 et 281 milliards d'emails envoyés chaque jour. Ces chiffres qui ne font qu'augmenter avec l'apparition d'innovations comme l'IoT, l'Internet of Things ou l'IA, l'intelligence artificielle, nous montrent à quel point le sujet du traitement et l'utilisation des données fournies par les usagers des services liés à ces technologies devient de plus en plus central avec une augmentation exponentielle du volume de données produites chaque année. Ainsi, selon l'IDC, l'International Data Corporation, 64,2 zeta-octets de données ont été créés en 2020. Et ce chiffre pourrait atteindre les 181 zeta-octets en 2025. Vous l'aurez compris, c'est énorme et ça montre à quel point l'usage des données est en développement. Pour encadrer cet usage et cette exploitation des données, plusieurs pays se sont donc munis d'une législation pour la protection des données. Ainsi, selon les données fournies par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au 24 novembre 2022, il y aurait 156 pays disposant d'une législation sur la protection des données, dont 14 d'entre eux sont en adéquation partielle ou totale avec la législation européenne sur la protection des données. Citons par exemple la Suisse ou le Royaume-Uni. Par ailleurs, il est également à citer que les deux poids lourds de l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, ne disposent pas actuellement d'un cadre juridique en adéquation avec le cadre européen de protection des données. Alors justement, qu'est-ce que le cadre européen de protection des données et quelle est son histoire ? Eh bien, pour comprendre ce cadre européen, il faut remonter à l'époque du Moyen-Âge et de ces chevaliers de la table ronde qui avaient prêté serment de protéger la veuve, l'orphelin et bien sûr, leurs données personnelles. Non, plus sérieusement, le cadre européen voit sa genèse avec celui du droit français. Tout commence en 1973 avec le projet Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, un projet du gouvernement français qui visait à recenser et recouper dans une base centralisée l'ensemble des informations détenues sur chacun des citoyens par les différents pouvoirs publics.
Lorsque le public a appris la mise en œuvre d'un tel système, une levée de bouclier s'est faite dans la population contre un tel projet qui rappelait des souvenirs douloureux et de potentiels risques sur l'utilisation d'un tel fichier. Face au scandale dans l'opinion publique, le projet est définitivement abandonné et des mesures vont être prises par le gouvernement français menant à la création de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et la mise en œuvre de la loi informatique et liberté en 1978. Cette loi va inspirer en 1995 la directive européenne sur la protection des personnes et la libre circulation des données qui visait à créer un premier socle commun à tous les pays européens sur la protection des données. En 2004, le développement de l'usage de certaines NTIC telles qu'Internet ou les nanotechnologies pousse à une première refonte de la loi informatique et liberté. Mais c'est en 2016 qu'un pas majeur est franchi avec la mise en œuvre de la directive Police-Justice ainsi que l'adoption du fameux RGPD, Règlement sur la protection des données, qui sera appliqué dans toute l'Union européenne le 25 mai 2018. Actuellement, le RGPD est donc la principale législation chargée de protéger les données des citoyens européens. C'est donc le texte de référence sur la protection des données à caractère personnel en Europe. Selon son article 2, le RGPD s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Par ailleurs, pour que le RGPD soit applicable, un traitement de données doit être effectué par un responsable de traitement, par exemple une entreprise ou une association, se trouvant en Europe, ou que le traitement de données concerne des citoyens européens. De plus, notons que des exceptions au RGPD existent. Notons par exemple le fait que le RGPD ne s'applique pas au traitement de données personnelles réalisé dans un cadre domestique. Globalement, le RGPD vise à remplir 3 objectifs. Premièrement, le renforcement des droits des personnes concernées par un traitement de données personnelles. Deuxièmement, un renforcement de la responsabilité des acteurs mettant en œuvre les traitements, soit les responsables de traitement ou les sous-traitants. Et troisièmement, le renforcement des pouvoirs de sanction des autorités européennes de protection des données. Le RGPD étant centré sur les données personnelles utilisées en dehors des usages domestiques, on voit bien qu'il manque une législation pour encadrer certains pans de l'exploitation et l'usage des données dans le cyberespace. Le RGPD ne protège pas par exemple contre la diffusion de contenus haineux ou légalement répréhensibles en ligne, notamment sur les grandes plateformes que sont Facebook ou Twitter. C'est dans cet espace vide de la juridiction européenne qu'ont été adoptés le DSA et le DMA sur lesquels nous allons nous pencher maintenant. Maintenant, essayons de définir un peu plus précisément ce que sont le DSA et le DMA. Le DSA ou Digital Service Act est une législation sur les services numériques qui veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Elle fixe ainsi un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux. Les objectifs du DSA sont donc multiples. Citons par exemple mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux comme la liberté d'expression, renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer des risques systémiques tels que la manipulation de l'information, la désinformation en ligne. Le DSA va s'appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen. Peu importe que ces intermédiaires soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde. Vont ainsi être concernés les fournisseurs d'accès Internet, les plateformes en ligne ou les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois. Que va concrètement changer le DSA ? Eh bien plusieurs choses, aussi bien sur les relations avec les autorités nationales, la lutte contre les contenus illicites, la transparence en ligne ou l'atténuation des risques. Sans effectuer un inventaire à la Prévert des implications du DSA, citons quelques exemples afin de comprendre les implications concrètes de la réglementation. Cette partie risque d'être un peu longue, donc on prend sa tisane, on s'étire et c'est parti. Concernant les relations avec les autorités nationales, les acteurs concernés par le DSA vont devoir désigner un point de contact unique ou, s'ils sont établis hors de l'Union européenne, un représentant légal et coopérer avec les autorités nationales en cas d'injonction. Sur le volet lutte contre les contenus illicites, les plateformes en ligne devront proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Par ailleurs, les plateformes devront également coopérer avec des signaleurs de confiance, un statut qui sera attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Sur le volet transparence en ligne, les plateformes devront rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles devront prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. Les plateformes devront par ailleurs expliquer le fonctionnement des algorithmes qu'elles utilisent pour recommander certains contenus publicitaires en fonction du profil des utilisateurs. La publicité ciblée pour les mineurs sera interdite pour toutes les plateformes, de même que la publicité basée sur des données sensibles comme la religion. Sur le volet atténuation des risques et réponse aux crises, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche verront d'autres mesures leur être imposées, proportionnées aux risques sociétaux qu'ils représentent lorsqu'ils diffusent des contenus illicites ou préjudiciables comme la désinformation. Ces grands acteurs, dont la liste sera publiée par la Commission européenne, devront notamment analyser tous les ans
les risques systémiques qu'ils génèrent et prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques, effectuer tous les ans des audits indépendants de réduction des risques sous le contrôle de la Commission européenne, fournir les algorithmes de leur interface à la Commission et aux autorités nationales compétentes, ainsi que mieux protéger les mineurs en ligne. Voilà pour la présentation du DSA, passons maintenant au DMA. Le règlement DMA, ou Digital Market Act, est une législation sur les marchés numériques qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché européen. En ce sens, les objectifs du DMA sont les suivants. Premièrement, créer une concurrence loyale entre les acteurs du numérique, notamment au profit des petites et moyennes entreprises et des startups européennes. Deuxièmement, stimuler l'innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché numérique. Et enfin, renforcer la liberté de choix des consommateurs européens. Alors, qui va être concerné par le DMA ? Le DMA cible uniquement les entreprises qui sont des contrôleurs d'accès à l'entrée d'Internet, des gardes-barrières ou gatekeepers en anglais. Il s'agit d'acteurs qui ont une forte incidence sur le marché intérieur, sont un point d'accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et occupent ou occuperont dans un avenir proche une position solide et durable. Peu importe que ces acteurs soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors que va changer le DMA ? Avec le DMA, les entreprises désignées comme gatekeepers devront nommer un ou plusieurs responsables de la conformité avec le règlement, sous peine d'amende, et respecter une petite vingtaine d'obligations ou d'interdictions pour chacun de leurs services de plateforme essentiels. Par ailleurs, les contrôleurs d'accès devront par exemple rendre aussi facile le désabonnement que l'abonnement à un service de plateforme essentiel. De plus, les contrôleurs d'accès ne pourront plus notamment imposer les logiciels les plus importants par défaut à l'installation de leur système d'exploitation, par exemple les navigateurs web ou moteurs de recherche. Voilà pour le DMA. On voit bien que la mise en œuvre de ces deux lois vise à traiter de nouveaux sujets liés à l'essor des nouvelles technologies qui sont 1. L'encadrement et la lutte contre la diffusion de contenus illicites, haineux et faux en ligne, et 2. Assurer une concurrence plus loyale entre les acteurs du numérique en diminuant les positions proches du monopole de certains acteurs tels que les GAFAM. Par ailleurs, en plus du RGPD, du DSA et du DMA, d'autres réglementations vont entrer également en vigueur dans le cadre de la stratégie européenne pour la donnée avec notamment le règlement sur la gouvernance des données, le Data Governance Act, qui a été adopté en mai 2022 et sera applicable en septembre 2023 et qui vise à favoriser le partage des données personnelles et non personnelles en mettant en place des structures d'intermédiation, ou encore le règlement sur la donnée, Data Act, qui a pour objectif d'assurer une meilleure répartition de la valeur issue de l'utilisation des données personnelles et non personnelles entre les acteurs de l'économie de la donnée, notamment liés à l'utilisation des objets connectés et au développement de l'Internet des objets IoT. Au vu de ces différentes réglementations, on peut se dire que le cadre juridique sur l'encadrement et la circulation des données en Europe est peut-être assez développé, voire complet, pour protéger l'ensemble des citoyens européens ainsi que leurs données. Cependant, ce cadre est-il vraiment suffisant au regard des enjeux du numérique de demain auxquels vont être confrontés les acteurs européens, que ce soit les États, les entreprises et les citoyens ? C'est ce que nous allons analyser dans l'avant-dernière partie de cette vidéo. Le développement d'un nombre toujours plus important d'outils et de services numériques va poser un certain nombre de défis aussi bien sociétaux, techniques, géopolitiques ou philosophiques qui ne pourront pas être traités seulement au niveau juridique. Une analyse de quelques-uns de ces défis au regard de la réglementation européenne peut ainsi nous aider à identifier ainsi qu'évaluer l'étendue de la protection juridique européenne. Le premier défi va être sécuritaire. En effet, les acteurs du numérique doivent mettre en œuvre des dispositifs de sécurité afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité ainsi que la disponibilité des données des utilisateurs européens qu'ils traitent avec leurs outils. Ce point est par exemple un des prérequis définis par le RGPD pour autoriser un organisme à traiter des données personnelles. Mais force est de constater que l'application de cette exigence n'est pas forcément effectuée par tous les acteurs, comme on peut le voir avec les sanctions que la CNIL a déjà infligées à de nombreux organismes sur ce volet. En analysant quelques-unes des sanctions publiées, on peut se demander si une grande partie des acteurs sanctionnés le sont par manque de connaissances ou de compétences dans la mise en œuvre des mesures de sécurité attendues par le RGPD. Avec cette question, on peut se projeter et se demander si les acteurs visés par le DSA ou le DMA auront les compétences suffisantes pour être en conformité une fois les textes en vigueur. En effet, selon le 3e baromètre trimestriel 2022 de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, seuls 7% des délégués à la protection des données estimaient y voir clair dans les projets de règlement en cours de discussion entre les co-législateurs européens que sont la Commission, le Parlement et le Conseil. Même si, comme le dit le principe en droit, nul n'est censé ignorer la loi et tous les acteurs sont censés être au fait des nouvelles législations entrant en vigueur, le respect et la bonne mise en œuvre du cadre réglementaire européen risquent de poser des difficultés pour certains acteurs.
Le second défi sera donc technique. Les nouvelles législations comme le DSA vont exiger une refonte de certains outils et services numériques afin d'assurer une meilleure modération des contenus publiés en ligne par exemple. Les grands acteurs du numérique travaillent déjà aujourd'hui à la refonte de leurs outils ainsi qu'à la mise en œuvre de nouveaux systèmes aussi bien pour se mettre en règle ou appuyer la mise en conformité d'autres acteurs disposant de moins de ressources, cela à des fins lucratives ou non. Citons par exemple les investissements de Meta ou de Google dans des outils pour lutter contre la diffusion de contenus terroristes. La question est, ces outils seront-ils adaptés aux objectifs de la législation européenne? Rien n'en est moins sûr. En effet, dans un article publié dans Wired, Gina Neff, directrice exécutive du Minderoo Center for Technology and Democracy à l'université de Cambridge, et Ruman Choudhury, ancienne directrice de la transparence et de l'éthique chez Twitter, mettent en avant les limites que posent les dispositifs mis en œuvre par les plateformes pour lutter contre les violences en ligne. Selon elle, ces dispositifs seraient mieux adaptés à lutter contre des attaques en ligne brusques et sporadiques, comme un ensemble de réponses haineuses suite à un tweet, mais pas pour aider les utilisateurs des plateformes victimes de harcèlement ou d'attaques régulières et continues en ligne, comme les journalistes, certains créateurs de contenu ou les politiciens. Outre au niveau des acteurs, le défi technique sera aussi du côté des autorités indépendantes qui vont devoir se doter des outils pour s'assurer que les acteurs sont en conformité avec la nouvelle législation européenne. En ce sens, la Commission européenne a annoncé fin 2022 qu'elle cherchait à renforcer son équipe pour mettre en œuvre la loi sur les services numériques DSA. Le troisième défi sera politique, voire géopolitique. En effet, les plateformes numériques constituent des outils de soft power au cœur des jeux de pouvoir entre les États dont elles sont originaires. Citons par exemple les GAFAM américains ou les Beitix chinois. Elles ont un véritable poids économique qui en fait souvent des partenaires de choix pour les politiques. En ce sens, on peut se demander si non-application de la nouvelle législation européenne par certains acteurs, l'Europe aura-t-elle vraiment les moyens de faire plier ces mastodontes potentiellement protégés par des superpuissances? Par ailleurs, les plateformes numériques étant désormais des outils centraux pour la diffusion et la communication d'informations de tout type, leur régulation risque de générer des conflits entre ceux qui, d'un côté, pensent que plus de régulation signifie la mort de la liberté d'expression, et ceux qui, de l'autre côté, pensent que ces plateformes ne peuvent continuer à rester telles quelles et continuer à ressembler à des Far West modernes. Enfin, le quatrième défi sera sociétal. Les outils et services numériques ont désormais une place centrale dans la réalisation de tout un ensemble d'actes du quotidien, redéfinissant durablement nos usages. Ces plateformes constituent des services en partie payants avec une visée lucrative, comme nous l'a rappelé Elon Musk récemment avec l'arrivée des comptes payants sur Twitter. Or, avec la hausse des inégalités des revenus dans différents pays, notamment en Europe, tous les citoyens ne vont pas avoir les moyens de payer des services en ligne supplémentaires, même si ces services sont nécessaires pour assurer leur sécurité en ligne. Par ailleurs, il reste encore le problème de la fracture et de l'accessibilité au numérique. Selon l'INR, 40% de la population n'est pas complètement autonome dans ses usages du numérique, tandis que 7% de la population française serait exclue du numérique par manque d'accès ou de compétences. Ainsi, se pose la question de la compétence qu'auront une partie des citoyens à utiliser les nouvelles fonctionnalités nécessaires pour assurer leur protection en ligne si celles-ci sont mises à disposition par les plateformes. Enfin, les enjeux sanitaires du numérique sont peu abordés dans le cadre des nouvelles législations, bien qu'un des enjeux du DSA vise à éviter les impacts négatifs que peuvent avoir des comportements nocifs comme le harcèlement en ligne sur la santé. Reste que des sujets comme l'addiction ou l'isolement dû au numérique ne sont peut-être pas encore traités à leur juste valeur au niveau réglementaire. Voilà pour l'analyse des défis. Tentons maintenant de répondre à la question de départ qui est: l'Europe va-t-elle devenir le nouveau sanctuaire du numérique? C'est ce sur quoi nous allons tenter de répondre dans la dernière partie de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette analyse et nous allons pouvoir tenter de répondre à notre question de départ. Alors, l'Europe va-t-elle devenir le nouveau sanctuaire du numérique? Eh bien, nous allons fournir une réponse nuancée. Tout d'abord, l'Europe a au moins le mérite d'avoir désormais une législation assez large et peut-être la plus évoluée sur la protection et l'exploitation des données en ligne dans le monde. Cependant, il est tout de même à relativiser sa portée, car malgré les différents textes prévus actuellement, tous les défis du numérique ne sont pas complètement adressés, comme nous avons pu le voir. En conclusion, l'Europe se positionne sans doute comme le territoire le mieux doté juridiquement pour protéger les données de ses citoyens, mais il faudra encore attendre pour que l'Europe soit un véritable sanctuaire pour la protection des données. Voilà pour cette première vidéo de Human for Tech and Tech for Human. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu ou à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos à venir où nous continuerons d'explorer les impacts de nos usages sur la tech et de la tech sur nos usages. À bientôt.